Un look coloré, une démarche assurée, cette femme ne passe pas inaperçue dans les rues de Madrid. Ici, c'est une star de la mode, une créatrice qui a pignon sur rue, Agatha Ruiz de la Prada. La styliste organise une soirée dans sa boutique. Dès que cette hyperactive peut faire la fiesta, elle ne s'en prive pas. Dans les années 80, je faisais une fête tous les jeudis de l'année. Tous les jeudis de l'année. Vous adorez la fête? Ça fait partie de l'Espagne. Des blogueurs, des journalistes, des clients, des fans. Plus de 150 convives sont attendus. Le dress code, porter de la couleur, c'est la marque de fabrique d'Agatha. Teinte acidulée et motif enfantin. Elle veille à la tenue de chaque invité et gare à ceux qui osent le noir. Pourquoi t'es venue en noir? Ma pauvre, je te pardonne cette fois. Je suis ennemie du noir. Parce que ça me rend triste. Je trouve que le noir, c'est la couleur de la mort. Ces jeunes admirateurs profitent de l'occasion pour se faire photographier en compagnie de leur idole. Pourtant, Agatha ne dessine pas de vêtements pour hommes. Alors, ces jeunes gens n'hésitent pas à piocher dans la collection féminine. C'est top, j'adore. Je ne savais pas qu'Agatha faisait des vêtements pour hommes. Ce sont des pantalons sexy, on profite de l'occasion pour les porter, c'est génial. C'est très original. Ce sont toutes les couleurs qu'on ne voit pas dans la rue. Toutes ces couleurs et la vitalité qu'elle renvoie, j'adore. Dans son style, dans sa manière de faire, je pense, c'est elle la reine. Une soirée festive, au cours de laquelle ses plus fidèles clients achètent les derniers modèles pour toute la famille, et il y en a pour tous les âges. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des vêtements pour ma petite fille. On dirait que vous aussi vous aimez le style d'Agatha. Bien sûr. Un succès confirmé depuis 30 ans. Les vêtements d'Agatha sont distribués dans 140 pays. La créatrice a contribué au rayonnement de la capitale espagnole que nous allons vous faire découvrir. Quand on évoque Madrid et ses 3 millions d'habitants, on pense immédiatement terrasse ensoleillée, tapas, corrida, football, Plaza Mayor. Mais le charme de la capitale espagnole est surtout lié à ses habitants et leur mode de vie. De nombreux Français ont décidé de s'y installer pour quelques mois, quelques années, ou y ont même fondé une famille. Alors peut-on toujours parler de belle vie à l'espagnol ? Dans cette résidence de la banlieue de Madrid se joue un match France-Espagne. Ça ressemble à du tennis, mais les raquettes sont un peu étranges. Il s'agit en fait de Pavel, le sport à la mode à Madrid. Chaque nouvelle résidence a son propre cours. Et ce match oppose les membres d'une même famille, les Ruiz. On le fait tous les week-ends. On aime bien parce qu'on peut jouer toute la famille ensemble. Donc, c'est très agréable. Un couple franco-espagnol. Gabrielle, la femme, est bretonne. Son mari, Pépé, est né à Madrid. Ils ont 2 garçons de 10 et 5 ans et aussi une fille de 13 ans. Pour Gabrielle, la vie en Espagne, c'est sympa. Mais au quotidien, elle doit faire de nombreuses concessions pour s'adapter aux habitudes locales. Et ça commence en cuisine. Qu'est-ce que vous préparez comme recette? Je prépare un salmorejo. C'est une recette qui est du sud de l'Espagne, en fait. Oui, je me disais, c'est pas exactement breton, ça. Ah, c'est pas breton, c'est sûr. Si vous faisiez que des recettes françaises tous les jours, votre mari, parfois, il se dirait « Ouh là là !» Je pense qu'il irait manger ailleurs, ouais. Il retournerait manger chez sa maman. Sérieusement? Bah oui, ses habitudes sont pas du tout les mêmes. Je peux pas faire de la quiche tous les soirs, quoi. C'est juste pas possible. J'en fais de temps en temps. L'omelette, il aime pas la mienne, forcément. On a une culture commune latine à la base. Et après, on se rend compte que le quotidien est fait de compromis. Le plus gros compromis, c'est sur les horaires. Car pour une Française,
c'est très difficile d'accepter de déjeuner et de dîner à l'heure des Espagnols. Gabriel fait tout de même une concession ce jour-là, le dimanche. Donc vous allez passer à table à 3 heures? Ouais, à peu près, c'est ça? Ouais, on va essayer un petit peu avant, on va essayer de passer à table dans 1 heure quand même. Le reste de la semaine, c'est pas du tout ça les horaires. C'est plus, on est plus dans mon camp que dans le camp espagnol, on va dire. Ah, parce qu'il y a 2 camps. Il y a 2 camps, ouais. Il y a 2 camps. Il y a le camp espagnol et le camp français, pour tout. Pour tout. Même quand on fait du sport, il y a la France contre l'Espagne, donc... Et donc, pour les horaires, il y a particulièrement 2 camps, c'est ça? Oui, parce qu'en semaine, j'ai du mal à concevoir que les enfants puissent manger tard, se coucher tard et être efficaces le lendemain. Chez les Ruiz, c'est donc un match France-Espagne au quotidien. D'autant que Pépé est du genre respectueux des traditions et même un tantinet macho. Typique espagnol. Un espagnol qui regarde la télé et la femme qui met la table. Il va se prendre sa tortilla de patata dans la figure, mais alors... Non, mais normalement, c'est moi qui mets la table. Hein. T'as déjà vu une omelette volante? Pépé aime provoquer sa femme. Il en rajoute un peu. Car souvent, il aide son épouse. Mais il a une conception de la vie de famille très classique, voire très traditionnelle. C'est important la famille en Espagne, hein? Peut-être plus qu'en France encore. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ici, normalement, le week-end, tous les Espagnols mangent les samedis avec ses parents et les dimanches avec les autres parents. Et ça, c'est fait tous les week-ends. À l'heure de l'apéritif, Pépé apprécie que tous ses enfants soient à leur côté. Muchos frutos secos estos. Alors Anna, est-ce que tu te sens autant espagnole que française? Un peu plus espagnole. C'est respectable, hein, c'est 50-50, donc... Toi, Victor, t'en penses quoi? C'est espagnol. Et c'est mieux l'Espagne, non? Et toi, Diego, t'es quoi? Espagnol ou t'es français? Les deux. Les deux? Bien. Les enfants s'affirment plutôt dans le camp espagnol. Et ça va se vérifier à table. Gabriel leur sert son fameux salmorejo. Jolie couleur, mais ça ne suffit pas. Il y a trop de tomates. Tu rigoles ou pas? Il y a trop de tomates, c'est vrai. Ils sont un peu durs avec vous, là. Ils sont carrément durs. Quant à la tortilla, l'omelette madrilène, c'est une recette de sa belle-mère, la grand-mère espagnole de ses enfants. Il aime bien. Ouais. T'en penses quoi, Anna? Elle est comme celle de l'abuela ou toujours pas? Toujours pas? C'est pas possible. C'est dur d'égaler votre belle-mère, c'est ça? La barre est drôlement haute. Hein. Oui. Faut dire. Gabrielle essaie pourtant de bien faire. Mais à en croire son mari, elle est restée un peu trop dans le camp français. Elle ne s'est pas totalement fondue dans la culture et le mode de vie espagnol. Elle est toujours française. On voit que l'adaptation n'est pas 100%. Papa pense que moi, je trouve que tout est mieux en France. Non? Et que c'est ce que je transmets. Et ce n'est pas tout à fait faux. Gabrielle conserve son regard de française sur les Espagnols, plutôt critique. Bon, les Espagnols sont fiers quand même, donc faut faire avec, quoi. Et macho. Et un peu macho, ouais, moi je trouve. Nous, les Espagnols, on est très fiers. Ouais. Par contre, je trouve que les Français toujours se plaignent de tout. Se plaint. Ah, nous, on se plaint, ouais, de tout. C'est autre chose que j'aime bien ici. Ils font la comparaison avec la France. Ainsi, les Espagnols seraient beaucoup moins râleurs que les Français. Un débat qui est loin d'être clos dans la famille Ruiz. La bonne humeur espagnole est-elle contagieuse? C'est ce que l'on a cherché à savoir. À Madrid, quand il fait chaud, il y a plusieurs façons de se rafraîchir. Certains aiment prendre de la hauteur. Ah, aquí, abajo? Ah, la Sureña. Non, la soberbia. Ah, Hélène, tu discutes avec qui, là? Ce sont tes voisines? donc c'est Alicia, une très bonne copine qui vient de Belgique. Ce sont tes colocs, c'est ça? Ouais, c'est mes colocs. Comme près de 7000 jeunes Français, Hélène, 21 ans, a tenté l'aventure espagnole. Elle est étudiante en économie-gestion. Elle partage un appartement de 70 mètres carrés avec 6 colocataires, belges, italiens et autrichiens. Hola!
Ici, c'est un peu l'auberge espagnole. Il y a beaucoup de passages. Donc il y a Claudia, c'est ma coloc italienne qui vient de Sicile. Alessandra Palermo et Veronica qui est sarda de la Sardaigne. Ensuite, il y a Lorenzo qui vient de Milano et Alicia qui vient de Belgique. Petit tour du propriétaire. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout est très bien organisé. Pues, aquí es la habitación de Alessandra. Et donc là, c'est ma chambre. Donc c'est cool, le lit, on peut dormir à 3 dedans. Souvent. Pour cette petite chambre, Hélène paie 375 € par mois. À Paris, elle aurait dû débourser plus de 500 €. Et donc souvent, on prend le goûter ici. Ensuite, il y a la chambre de Johannes qui... Dans cette joyeuse bande, l'étudiant autrichien aime s'isoler pour étudier. Là, c'est où on dîne. C'est le petit salon. Un salon à la déco plutôt spartiate. Une douche pour 6 personnes. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la petite cuisine. On a chacun notre place dans le frigo. Donc il y a 2 frigos, vu qu'on est 6 quand même. Donc la mienne, c'est la place du haut. À l'heure du dîner, tout le monde se précipite dans la petite cuisine. Et après 6 mois de régime à l'espagnol, les étudiants préfèrent préparer leur propre menu. Ici, comme on mange tout le temps des tapas avec beaucoup d'huile et, comment on dit déjà? Oui, de la tortilla tout le temps. La nourriture espagnole n'est pas très légère, si? Non, pas léger du tout. C'est frit et très gras. Du coup, elle préconise une recette italienne, soi-disant pour manger plus léger. Qu'est-ce que vous préparez? Des pâtes avec des pommes de terre, des lardons et du fromage. Pendant que les Italiennes cuisinent, notre étudiante française se pomponne pour un des rituels de la vie madrilène. Ah, mais en fait, ce soir, on fait un botellón parce que j'ai eu un... je fais un stage à Madrid l'année prochaine. Un botellón, c'est quoi? Ah, un botellón, c'est une préchauffe à la maison, en fait. On commence un peu à boire avant de sortir. Un apéro? Oui, c'est un apéro, voilà. C'est la folie, là, c'est comme ça tous les soirs? Non, peut-être pas tous les soirs, mais dès qu'on organise un botellón, ouais, c'est comme ça. Tout le monde est trop chaud pour faire la fête à chaque fois. Et pour l'apéro, il n'y a pas que des étrangers. Il y a aussi des Espagnols. Très vite, Hélène sympathise. ¿De dónde? De De París. Yo el año que viene me voy a Montpellier. ¿Ah, sí? Un año de Erasmus. Ah, t'es Erasmus? Sí, muchas ganas. Cette joie de vivre, c'est la principale raison pour laquelle l'Espagne est la destination préférée des étudiants étrangers en Europe. Ils y passent en général de 6 mois à 1 an, insuffisant pour vraiment connaître le pays. Mais d'autres Français, eux, sont devenus de vrais Espagnols. Voici un homme qui connaît Madrid comme sa poche. Et il a la chance de sillonner au quotidien des petites rues piétonnes et pittoresques où se trouve sa petite maison. Alors le jasmin est en fleurs. Là, c'est chez vous? Ouais. Ce sont des amis qui me la louent. Parce que moi qui suis de la campagne, ça faisait 25 ans que je vivais dans des appartements et là, je retrouve un peu de verdure. Et ça c'est très sympathique, quoi. Même si son visage ne vous dit peut-être rien, sa voix vous est sans doute familière. Car cet homme intervient depuis Madrid régulièrement sur une grande radio française. Il s'appelle Frédéric Hermel. On l'entend dans de nombreuses émissions consacrées au football. Fred Hermel est avec nous. Hola chicos. Hola chicos. L'homme du match, l'homme de la décimate, on l'avait dit. C'est Ramos. Et toutes ces interventions, Frédéric les fait depuis son salon, où il a son petit studio. Ben ça, c'est le Scoopy. C'est-à-dire mes directs sur RMC, je les fais de là, voilà, comme ça, devant la télé, et puis voilà, je suis comme ça, et c'est là où je dis « Hola chicos », puisque c'est ainsi que je débute mes interventions sur l'antenne d'RMC. Frédéric travaille aussi à la télé. Il intervient dans plusieurs talk-shows sur une grande chaîne espagnole, et même pour la télévision du Real Madrid. S'il est aussi sollicité, c'est que l'arrivée d'un autre Français à Madrid a fait basculer sa carrière en 2001. Zinedine Zidane.
Alors en fait, là, c'est les souvenirs professionnels. La première une que j'ai faite avec Zidane, le 24 juillet 2001, lors de sa présentation officielle à Madrid. Je venais d'être embauché à l'équipe et c'était ma première une, voilà. Et là, c'est la dernière une avec Zizou. Le 26 avril 2006, 5 ans avaient passé et c'était ses adieux au Real. Pendant 5 ans, les médias français lui ont commandé des articles quasi quotidiens sur Zidane, dont il est devenu un proche. Ça lui a donné beaucoup de travail, de quoi bien gagner sa vie. Et voilà pourquoi il a décidé de rester à Madrid. Frédéric Hermel, c'est un ch'ti qui s'est complètement intégré à la vie madrilène. Quand il ne commente pas l'actualité du foot, il prend le temps de profiter d'une ville dont il est tombé amoureux. Le matin, il aime se rendre au marché, là où il a ses habitudes. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Et comme chaque jour, Frédéric trouve toujours des produits qui le font saliver. Alors les fruits sont excellents ici. Ouais. Le bon fromage. On se croirait chez nous. Bonjour Salva, ¿cómo estás? Sur ce stand, des fromages de toutes les régions d'Espagne. Le pays en compte plus de 100 variétés. L'Idiazabal, c'est l'un de mes préférés. C'est un fromage basque. C'est délicieux. Et bien sûr, tout ce qu'on appelle los manchegos, les fromages du pays Don Quichotte, de la Manche, qui sont vraiment magnifiques. Mais il y a vraiment une étendue de produits qui est absolument extraordinaire. Gracias. On nous donne toujours un truc à manger. Et là, le samedi, c'est impressionnant. Hein. Parce que comme l'Espagne reste un pays où le repas du dimanche en famille est très important, donc tout le monde vient faire ses courses le samedi et c'est... Merci mon ami. Alors, Salva, il apprend le français. À bientôt. Hein. Salut. Au revoir. Hasta luego. Sur ces stands, Frédéric trouve des tas de produits insolites, comme ces fruits de mer. Là sont les percebes. Les pousse-pierres, on appelle ça en français. C'est quoi? C'est un fruit de mer qui se trouve sur les rochers. Et les Espagnols en raffolent. Et c'est très dangereux de les pêcher, en fait. D'où c'est assez cher parce que c'est très dur à pêcher. Ah, et puis on va prendre quelques olives quand même, parce que ça, c'est obligatoire. En Espagne, on mange toujours un petit peu. Moi, on prépare comme ça. Dans l'après-midi, on mange un petit peu d'olives comme ça et c'est parfait. Des olives pour le grignotage. Et la star du marché espagnol, c'est l'incontournable jambon. Ça, vous aimez ça? Ah bah oui, ça, regardez comme c'est beau. Du beau jambon. Mais alors ça coûte cher ces jambons-là? Ouais, ça coûte très cher. 110 € le kilo. Ouais, c'est très cher. Hein. Et pourtant, les Espagnols en consomment beaucoup. Hein. Ils en consomment beaucoup, mais c'est un produit de luxe, le jambon. Alors, il y a différentes qualités. Hein. Vous avez le jamón serrano, qui est le jambon de base, qui est beaucoup moins cher. Mais bon, le bon jambon, c'est l'ibérico. C'est-à-dire ce sont des porcs qui ne sont nourris qu'avec des glands. Et là, c'est une qualité magnifique. On le voit à la couleur, hein, par exemple. Hein. Toutes ces spécialités culinaires, c'est l'un des attraits de Madrid. L'avantage, c'est qu'ici, on peut les déguster jour et nuit. Il est 21h. Hélène, l'étudiante, et ses amis sont de sortie. À Madrid, toutes les habitudes de vie sont complètement décalées. À cette heure-ci, en France, la plupart des gens sont en train de dîner. Ici, on se promène tranquillement dans les rues. On peut même faire du shopping jusqu'à 22h ou tout simplement se laisser porter par l'ambiance de la rue. Hélène a très vite adopté ce mode de vie où semble flotter comme un air de vacances. Il y a souvent des petites animations, on appelle ça comme ça. Donc on s'ennuie jamais à Madrid finalement? Non, Madrid c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne ville pour y vivre. Enfin moi j'adore. Nos étudiants se dirigent vers un bar à tapas. En chemin, ils traversent l'une des places les plus emblématiques de la capitale. Ici on est où? Ah là on est à la Plaza Mayor. C'est super joli. Ah. Alicia, tu connais quoi de la Plaza Mayor? Ah, qu'apparemment avant c'était un étang et que toutes les petites sorties comme ça c'est des ruisseaux qui en ressortaient. Oui, c'est le guide du bus touristique qui nous a dit ça. Je sais pas trop comment ça a changé ou quoi. Et qu'il y a eu beaucoup aussi de morts pendant la guerre civile et tout ça, quoi. Beaucoup d'exécutions ici. Dans chaque ville espagnole, il y a plus ou moins une Plaza Mayor.
Visiblement, nos étudiants ne sont pas très convaincus par leurs propres explications. En réalité, cette place est surtout connue pour ses courses de taureaux, auxquelles venait assister la famille royale au XIXe siècle. Et il n'y a pas qu'en histoire qu'ils ont des lacunes. Hélène a encore quelques progrès à faire en espagnol, surtout en ce qui concerne la fameuse rota. Como la cara, guarda la cara. Guadalajara. Jara. Non. Jara. C'est un peu compliqué de parler espagnol des fois, non? Mais je crois que j'arrive pas à prononcer le... Bah, c'est quoi que j'arrive pas... Mais non, le J... ¿Por qué no puedo hacerlo? Jara, porque es una J suave, es J. Ah, le J, c'est un J sucré. C'est un J sucré. Guadalajara. Des bars à tapas, comme celui-ci, il en existe des milliers à Madrid. Jeunes, vieux, tout le monde les fréquente. Et il y en a pour tous les goûts, des tapas à l'aubergine, au fameux jambon ibérique, de la tortilla ou du poisson frit. Uno de eso. Cangrejo. Si, de cangrejo. Et il y a de quoi se rassasier en quelques bouchées. Du surimi, et là c'est une crêpe à l'épinard, avec du saumon blanc et c'est bon. 2 ou 3, ça suffit. Oui, ça remplit. C'est rempli pour une journée, quoi. Accompagné bien évidemment d'une pinte de bière ou de sangria. Un repas économique pour ses étudiants. Pourtant, Hélène et ses amis ont conscience d'être un peu privilégiés. Ça coûte pas cher de manger des tapas? Bah là, elles sont assez grosses, donc elles sont 3 € chacune. Pour les gens qui vivent là, c'est cher, hein, c'est super cher. Le SMIC ici, il est de 600 €. Et du coup, pour aller manger dehors ou sortir, ça revient cher. Hein. Nous, c'est parce qu'on vient de France ou Belgique, et donc le SMIC est beaucoup plus haut, mais... Les tapas, c'est un classique de la cuisine espagnole, mais tous ne se valent pas. Cela va du tapas fast-food au tapas 3 étoiles. Et pour trouver le nec plus ultra, il suffit de s'éloigner des quartiers touristiques. Le bon guide pour ça, c'est Frédéric Hermel, le journaliste. Madrid n'a plus de secret pour lui. Il connaît tous ces bistrots un peu gourmets, fréquentés uniquement par les madrilènes. Alors, dans les rues de la capitale, il ne passe jamais inaperçu. Monsieur, il dit que je suis son idole. Ouais. Comment il vous connaît? Par la télé? Bah, par la télé, ouais. Parce que ici, comme le programme de foot que je fais est très connu, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le foot, etc. Donc c'est très agréable. La rue est joyeuse. À suivre Frédéric dans Madrid, on a peine à croire que le pays a beaucoup souffert de la crise et que le taux de chômage atteint 25%. Hola, ¿qué tal? La vida es bella. La vie est belle. Mais bien sûr qu'elle est belle, la vie. Les Espagnols sont des optimistes. C'est ce qui les sauve, d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'en France, on aurait pu supporter une telle crise. Mais les Espagnols sont naturellement insouciants, diront certains. Mais c'est une insouciance qui est très positive parce que même dans les moments de crise, même quand il n'y a pas d'argent, ils continuent quand même à sortir, à faire la fête, à croire en des lendemains meilleurs. Et ça les sauve et ça permet d'assurer un minimum de consommation, donc un minimum de croissance. Hola, Cari. Salut Karine, tu me fais un bisou? Pour dîner, Frédéric a choisi une adresse qu'il connaît depuis longtemps. Un bar à tapas tenu par cet homme, Luis, réputé pour son savoir-faire et notamment sa découpe du jambon. C'est tout un art. Ok, alors on va regarder le jambon là. Regardez. Regardez comme c'est bien coupé. La coupe, c'est qu'on voit quasiment à travers, quoi. Il faut que ce soit comme du papier à cigarette. On voit à travers. Et ça qui compte. Et tout le goût vient du fait aussi qu'il est très bien coupé. Son repas est typiquement espagnol. Du jambon et ces fameuses tapas dont Fred aime raconter l'histoire. Autrefois, quand on vous servait, surtout l'été où il faisait très chaud, un verre de bière ou un verre de vin, il faisait chaud, tout ça. Il n'y a pas forcément tout à l'égout et tout ça, donc il y avait des mouches. Et donc les mouches, elles pouvaient rentrer dans votre verre. Alors, le tavernier, alors à l'époque, c'était des gros morceaux comme ça, commençait à mettre, c'est un gros morceau, il commençait à mettre des morceaux de pain au-dessus pour éviter que les mouches rentrent dedans. Et puis finalement, ils ont commencé à mettre un petit peu de tomate, un petit peu de jambon, et c'est devenu des tapas. Pourquoi? Parce qu'en espagnol, tapar, ça veut dire boucher. Voilà, donc on bouchait le verre, tapar, tapas.
Et voilà, c'est comme ça que sont les tapas. Alors, vous prenez hop, un petit peu de jambon. Et quand on s'assied comme ça au bar à grignoter des tapas, en général, on peut parler avec les gens autour, c'est assez simple, quoi. C'est ça. C'est pas on peut, c'est qu'on doit. Au bout de 5 minutes, on commence à parler, parce qu'en général, dans ce genre d'endroit où... Ici, c'est pas un endroit touriste. Ici, il n'y a que des Espagnols qui viennent, donc... À Madrid, le contact est facile. Frédéric va nous en faire la démonstration, illico. Vous êtes espagnol? Oui. Avec son verre, il va se rapprocher de 2 femmes, attablées à quelques mètres. On est collègues journalistes, non? Ah oui? Tu travailles où? Je travaille à la télévision espagnole. Frédéric ne l'a pas reconnue, mais il s'agit d'Elena Sanchez, une présentatrice de la télévision espagnole. Elle y anime des émissions sur l'actualité des célébrités. Mais là, oui, ce qui est bien, c'est qu'ici, on commence à parler avec des gens, et au bout de 5 minutes, on s'assied, quoi. Surtout quand elles sont jolies, on va pas... Elena Sanchez connaît la réputation de Frédéric, celle d'un Français totalement conquis par l'Espagne. Toi, t'as un Français complètement imprégné de notre culture. Et tu t'éclates. C'est exactement ça, complètement. Encore plus que les Espagnols, toi, tu adores le jambon, le bon vin et la bière. À la vie. Frédéric remet une tournée. Quelques bières plus tard, il demande à Elena son téléphone. Il lui promet de la rappeler. Bien sûr, c'est pour le boulot. C'est très professionnel. Ce que le jambon a uni, l'homme ne peut pas le séparer. À en croire Frédéric, ce ne serait pas de la drague. C'est normal, enfin, je veux dire, il n'y a pas un soir où j'ai pris un verre ici, où les 2 tables se sont mélangées, où j'ai commencé à chanter, ou... Voilà, ça fait partie de la vie ici à Madrid. C'est très facile de vivre à Madrid. Hein. C'est très facile. Il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit, un minimum d'ouverture du cœur aussi. Ciao. Viva Francia. Au revoir. Madrid, ce n'est pas que la fête et la vie insouciante. Mais ce goût pour la vie nocturne n'est pas sans conséquences dans le monde du travail. À 8h15 le matin, Marcus Ruiz prend son petit déjeuner avec sa fille de 13 ans. C'est un Espagnol, mais il a grandi dans notre pays et il a épousé une Parisienne. T'as quoi comme cours aujourd'hui? Du coup, il parle un français sans accent. La famille de ce chef d'entreprise habite une belle maison dans un quartier chic de Madrid, choisi pour sa proximité avec le lycée français de la capitale. 4000 élèves, le plus grand d'Europe, où Marcus dépose sa fille le matin. Salut mon chat. Un espagnol très francisé, on va dire. Voilà, je suis effectivement un sang espagnol, mais avec la tête vissée comme un Français. J'ai fait mes études en France, j'ai commencé à travailler en France. Donc effectivement, j'ai le rythme français, j'ai l'exigence française, l'esprit un peu critique, toujours un peu le souci du détail, essayer de bien faire les choses, essayer de... Tandis qu'ici, quelquefois, c'est du n'importe quoi. C'est un espagnol qui parle, heureusement, parce que... Ouais. Marcus est souvent dérouté par l'attitude de ses compatriotes au travail. Chaque matin, quand il arrive au siège de son entreprise, c'est toujours le même spectacle sur le parking. Donc voilà, le parking est vide. 9h20. Il devrait être plein, non? Ouais, un peu plus en tout cas. Ses salariés sont censés arriver à 9h, et pourtant, sa boîte est quasi déserte. Donc si les gens ne sont pas tous arrivés, c'est qu'ils ont une bonne excuse, c'est ça? Ils ont tous une bonne excuse. On est, donc là, on ne peut pas dire qu'il pleut. Hein, donc c'est pas des bouchons à cause de la pluie. C'est parce que les Espagnols, ils ont un rapport au boulot qui est un peu plus cool que les Français, peut-être aussi? Oui, les Espagnols, en moyenne européenne, travaillent plus d'heures que la plupart des pays. Mais quand vous regardez l'efficacité, c'est la moins efficace. Marcus co-dirige son entreprise avec son frère, Alexandre. On attaque? On y va? Je t'attends. Ouais, on y va. Le matin, ils ont l'habitude de faire le point dans une salle de réunion plutôt atypique, sur la terrasse. Un luxe qu'ils peuvent se permettre dans une ville où il y a en moyenne 300 jours de soleil par an. Ce qui serait intéressant, c'est que moi j'envoie des mails à Côte d'Ivoire et à Algérie en disant que ça se... Les 2 frères ont créé ensemble une société dans la publicité. Ils sont donc en contact avec de nombreuses grosses entreprises
Et ça leur donne une idée précise de l'état de l'économie en Espagne. Et vous croyez que l'Espagne va redécoller? Ah oui. Ouais. Et puis, je pense, à différence de la France, comme l'Espagne, dès qu'il y a un peu de lumière, ils vont accélérer à fond. Donc, tout le process économique va être relancé rapidement. C'est-à-dire que la consommation va prendre, etc. etc. Comme l'Espagnol, il est très vive la vida. Et donc, tout d'un coup, c'est bon. C'est reparti. On va pouvoir commencer à redépenser, à acheter des vêtements, aller dans les bars, etc. etc. Donc, l'économie va reprendre avec. Plus que peut-être les Français qui sont beaucoup plus frileux en disant non, c'est pas très sûr, juste au cas où, on va attendre encore un mois ou deux. À la mi-journée, de 14h à 16h, comme la plupart des Espagnols, Marcus et son frère s'octroient 2 heures de pause. Ils en profitent pour aller faire un peu d'exercice physique. À cette heure-là, les salles sont très fréquentées. Les Espagnols aiment le sport. C'est à l'image des bons résultats de leurs champions, en football et en tennis notamment. C'est vrai qu'on est quand même pas mauvais. On n'est pas mauvais. Donc là, vous avez bien entendu, on n'est pas mauvais. Là, vous êtes espagnol. Là, je suis espagnol. Marcus est très fier de la réussite des équipes espagnoles. D'ailleurs, comme tous les Madrilènes, il va s'enflammer ce soir-là pour l'incroyable match qui fait de Madrid le centre du monde. À quelques heures de la rencontre, des supporters brandissent leurs armes. Le match va opposer le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Les 2 clubs de la capitale sont les meilleurs d'Europe actuellement et ils s'affrontent à Lisbonne en finale de la prestigieuse Ligue des Champions. 2 clubs d'une même ville au sommet de l'Europe, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Du coup, la pression monte. Il règne comme une ambiance de folie à laquelle toutes les couches sociales participent. À Madrid, les hommes comme les femmes se déchaînent pour le football. Et ça va se vérifier chez Marcus. Pour cet événement, Marcus et sa femme ont convié leurs amis. Quelques Espagnols et une majorité de Français installés à Madrid. Une vingtaine de personnes au total qui vont vivre le match avec passion, comme de purs supporters. Donc à votre maillot, j'ai l'impression que vous êtes pour le Real, ah c'est oui, ça? oui, il y a des chances. Il y a des chances. Ici, tous supportent le Real, comme cet homme. Depuis qu'il est tout petit, parce qu'en fait, il est né comme ça. À Madrid, il n'est pas rare que les familles achètent une carte de supporter pour leur enfant juste avant qu'il naisse. C'est une tradition. Et c'est ce qui est arrivé à cet Espagnol, qui depuis son premier souffle, fait donc partie des socios du Real Madrid. Moi, j'aime le Real Madrid. Le Real, c'est à l'origine le club que supportent les riches madrilènes, alors que l'Atlético a une connotation plus populaire. Le match passionne tous les invités de Marcus, les femmes comme les hommes. Tout tourne autour du football. Les quotidiens les plus lustres sont des quotidiens de sport parce qu'il y a du foot dessus. Comme en Espagne, le foot, c'est une religion. Marcus et ses invités sont euphoriques. Le Real Madrid est le nouveau champion d'Europe. À la fin du match, des milliers de Madrilènes sont sortis fêter la victoire de leur champion. L'artère principale de Madrid, interdite à la circulation, offre un spectacle inédit. Elle grouille de supporters qui convergent vers la place Cibeles, le lieu où le Real Madrid a l'habitude de célébrer ses succès. Tous vont attendre le retour des joueurs jusqu'à 6h20 du matin, dans une ambiance de folie. Merci, Real Madrid. Même les enfants ont le droit à une nuit blanche. Car il n'y a pas un grain de sable pour gâcher la fête. Même les supporters de l'Atlético restent joyeux. Ici, entre aficionados des 2 clubs, on se respecte.
Pour échapper aux supporters très envahissants, les stars du foot mondial de Madrid vivent à l'écart, dans des quartiers très protégés. Alfredo Mamarella est agent immobilier depuis 12 ans à la Moralera, un quartier chic de la capitale. Ici, pas de faillite, pas d'expulsion de locataires, ni de chantier en friche. Derrière ces murs se cachent des clients très spéciaux. Ici vivent quelques acteurs, des chanteurs, des toreros et des footballeurs. Notamment des anciennes stars du Real Madrid. Luis Figo, qui a joué 5 ans dans le club madrilène. Et pour le plus discret d'entre eux, Alfredo ose à peine prononcer son nom. Qui vit dans cette maison? Ici, un footballeur célèbre, Zidane. Zidane protège sa famille et sa vie privée. Impossible de l'apercevoir derrière ses grilles et ses arbres. Alfredo et son collaborateur sont spécialisés dans la clientèle haut de gamme. Dans ce quartier, c'est la crème de la société madrilène et internationale. Ils vivent ici justement pour la vie privée, la tranquillité et la sécurité, et la possibilité d'avoir ce type de demeure. Dans le centre, c'est impossible. Il y a une surveillance 24 heures sur 24 dans n'importe quel endroit du quartier. Et il y a aussi des voitures de patrouille. Toutes les maisons sont reliées à un PC de sécurité. Une tranquillité qui se paie très cher. Chaque villa dans ce quartier coûte en moyenne 10 millions d'euros. Exceptionnellement, Alfredo nous fait visiter l'une d'elles. Ça, c'est l'entrée. Avec 7 mètres de hauteur sous plafond, un petit palais de plus de 3000 mètres carrés. Tableau de maître, meubles d'époque et même ascenseur. Et à l'étage, une chambre de 40 mètres carrés. Ça, c'est la suite principale. Elle comprend 2 salles de bain et 2 dressings. Et dans la maison, il n'y a pas moins de 11 chambres comme celle-ci et 12 salles de bain. Et cerise sur le gâteau, un parc privé de 10 000 mètres carrés, agrémenté bien évidemment de 2 buts de football. Pour cette demeure de rêve, il faut débourser 13 millions d'euros. À ce tarif-là, on pourrait croire que la clientèle se fait rare, mais il n'en est rien. La crise immobilière touche avant tout la classe moyenne. Vous savez, c'est ces gens qui achètent des maisons beaucoup plus modestes et ils sont obligés de souscrire un crédit à la banque. Aujourd'hui, à Madrid, la clientèle de luxe est internationale, surtout russe et chinoise. Ces acheteurs ne sont pas seulement attirés par le soleil et ses maisons d'exception. Le gouvernement a trouvé une petite astuce pour les séduire. S'ils dépensent au moins 500 000 euros dans une ou plusieurs maisons, ils peuvent devenir résidents en Espagne. Et ainsi, ils peuvent circuler librement à travers toute l'Europe. Et ça peut relancer le marché immobilier en Espagne en ce moment. De quoi attirer des millionnaires venus des 4 coins du monde. Mais on est loin des préoccupations de la majorité des Madrilènes. L'an dernier, 80 000 expulsions ont été ordonnées en raison de crédits immobiliers impayés. Après minuit, nous retrouvons Frédéric Hermel. Comme les pures madrilènes, il n'a toujours pas envie de fermer l'œil. On va aller au Del Diego, c'est un bar à cocktail qui est une institution à Madrid. Il nous entraîne dans un lieu un peu secret, là où les caméras n'ont pas l'habitude de s'aventurer. Voilà, on va arriver au bar, là. Car cet établissement situé dans le quartier le plus fréquenté par les hommes politiques, près du Parlement, compte dans sa clientèle quelques très hautes personnalités. Hola. Amigo, enhorabuena, la décima. Todo bien? Aquí estamos. L'autre jour, la fameuse revue People Hola a fait une sorte de guide des endroits où le prince héritier, le prince Felipe et sa femme, la journaliste Laetitia Ortiz, leur Madrid à eux, et bien entendu, un des passages obligés du futur roi d'Espagne quand il sort en ville, c'est de venir prendre un cocktail chez Fernando. Frédéric Hermel nous a donc fait pénétrer dans une adresse royale. Le prince Felipe doit dans quelques jours accéder au trône d'Espagne.
Ici, on croise tous les gens influents à Madrid. On ne peut pas le filmer, mais là, on a un très grand homme politique qui est au comptoir. Chez Fernando, c'est aussi un défilé de personnalités du showbiz. Sandra Bullock, Hugh Grant, Jean Reno. Jean Reno vient souvent ici aussi. Ah, il prend des dry martini, Jean Reno. Ah bon? Et même Sharon Stone, photographiée ici avec le patron du bar. Mais malgré ce beau monde, il semblerait bien que Frédéric, le ch'ti, soit le préféré de Fernando. Frédéric. Frédéric, c'est le meilleur de tous. D'ailleurs, le patron lui a fait un joli cadeau. Il a créé un cocktail en mon honneur qui s'appelle le cocktail Frédéric. Alors c'est une vieille histoire, un soir j'étais un peu triste comme ça il y a très longtemps et je lui dis prépare-moi quelque chose de fort et amer. Et donc il prépare un cocktail, je le goûte, très fort, très amer. Alors, je lui dis mais c'est merveilleux comment ça s'appelle, il fait ça s'appelle un Frédéric. Mille gracias. Et c'est un cocktail qui a du succès, y compris chez les VIP. Je l'apprends ce soir, hein, franchement. Hein. J'apprends que Sharon Stone a bu le cocktail qui porte mon nom. Ça c'est pas mal. Comme Frédéric, 40 000 Français ont choisi Madrid comme ville d'adoption.